Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette histoire de réforme des retraites, la contestation, comme vous avez vu. Le territoire hexagonal est à feu et à sang, on peut le dire. Le roi Charles a été annulé aujourd'hui. Le président a finalement un petit peu légèrement reculé. Il a annulé la visite et ce soir, il devait aller au Stade de France. D'ailleurs, il n'y a pas non plus été. Et visiblement, l'agenda des différents ministres qui devaient faire pas mal de déplacements a été gelé. Donc ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de personnes qui sont contre la réforme. La dernière fois qu'on en a parlé, on a essayé de vous expliquer un petit peu ce qu'étaient les articles 49.3 et surtout l'article 47.1. Donc là, ce soir, nous sommes avec un avocat, monsieur Raphaël Lapin, que vous connaissez déjà, qui est déjà venu nous donner quelques explications lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles au niveau de la loi. Donc il vient sur notre plateau pour nous apporter un éclairage. Et nous sommes avec madame Liliane Gachet. Bonsoir. Qui fait partie d'un syndicat. Alors vous, c'est la première fois que vous venez, donc c'est UNSA. Merci à vous pour votre présence ce soir et vous allez nous expliquer déjà ce que vous, dans votre syndicat, vous présentez votre syndicat et nous dire comment ça se passe dans votre métier sur notre territoire. Alors l'UNSA, Union nationale des syndicats autonomes. Donc l'UNSA est un syndicat qui est le dernier né des syndicats nationaux. C'est depuis 1993. Nous avons beaucoup progressé sur le marché, on dira, des syndicats en France. Et actuellement, nous avons réussi à gagner la 4e place au niveau national et en Guadeloupe, la 2e place des syndicats. Ensuite, concernant mes attributions, donc en Guadeloupe, je suis chargé du secteur privé de l'UNSA, donc toutes les fédérations qui comportent des métiers du privé je les accompagne. Voilà. Alors déjà, merci beaucoup pour votre présence, puisque là, c'est notre 3e émission sur les retraites. On essaye de suivre un petit peu comme pour la crise Covid, on essaye de suivre étape par étape ce qui se passe. Et c'est intéressant pour nous d'avoir un syndicat qui s'occupe du privé, parce qu'on entend beaucoup comme quoi que les gens qui sont dans la rue, c'est forcément des fonctionnaires, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc il y a beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise qui sont dans la rue, puisque leurs propres employés n'ont pas envie de travailler, en fait, de repousser l'âge, puisque c'est la mesure qui pose problème. Alors, monsieur Lapin, merci à vous pour votre présence ce soir. Est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé pour le vote, enfin le non-vote de cette loi, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonsoir Sabine et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Effectivement, c'est un sujet qui est brûlant, et c'est le moins de le dire, que celui de la réforme des retraites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, grosso modo, en termes de méthodologie parlementaire pour parvenir au vote de ce texte-là? Ont été mis en œuvre quasiment tous les instruments qui permettent de contourner le Parlement en matière de discussion d'un texte de loi. Vous avez évoqué l'article 47-1 de la Constitution. Cet article permet, s'agissant des textes de financement de la sécurité sociale, de mettre en place un délai de discussion, de sorte que si le texte n'est pas voté, grosso modo, pour faire simple, pour les téléspectateurs, en 50 jours, eh bien, on peut se passer du vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensuite, évidemment, il y a ce fameux article 49.3, 49 alinéa 3 en réalité, qui prévoit que le gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale pour, sur un texte dont il a la saveur. Et donc, si, évidemment, il y a une motion de censure qui est non seulement déposé dans un délai de 24 heures, mais qui est voté dans un délai de 3 jours, qui est adopté, eh bien, le gouvernement est censé tomber. Et fait assez important pour être signalé, c'est que jusqu'à présent, on se rappelle de l'usage du 49 alinéa 3 par des gouvernements qui n'étaient pas certains tout à fait de leur majorité, mais qui en tout cas étaient certains qu'il n'y avait pas de majorité alternative, c'est-à-dire de majorité susceptible d'apporter un autre gouvernement. On se rappelle de Manuel Valls, qui gouvernait à coups de menton et de 49
49.3 et qui est systématiquement, alors même qu'il y avait des motions de censure qui étaient déposées par l'opposition, j'étais à l'époque à l'Assemblée nationale, je travaillais à l'Assemblée, et on se rappelle naturellement qu'à cette époque-là, il n'y avait aucun risque que les motions de censure passent. Aujourd'hui, on est dans une situation politique qui est tout bonnement différente, parce que on a vu une motion de censure être votée par toutes les oppositions 9 voix près. et ne pas passer, certes, mais ne pas passer à 9 voix. Et n'importe quel homme politique qui, sur un vote réunissant 577 votants et à 9 voix près, a un peu chaud au derrière, si vous voyez ce que je veux dire. De sorte que là, nécessairement, j'ai écouté le président de la République lors de son allocution de hier ou d'avant-hier. D'ailleurs, il s'est encore exprimé aujourd'hui. Il s'est encore exprimé aujourd'hui. Il fait mine d'être serein, mais à mon sens, ni lui ni la Première ministre ne sont tout à fait sereins, surtout qu'à l'heure où nous parlons, le peuple continue de s'exprimer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, alors, puisque on sait, on a entendu plusieurs fois, il nous a expliqué que normalement, l'article 49.3 est censé être utilisé seulement une seule fois en fonction de la loi du budget, etc. Et que là, pour que le gouvernement puisse l'utiliser, ils ont fait voter la loi dans le cadre d'une loi rectificative. Exactement. Ce que le Conseil constitutionnel avait déjà alerté en début de parcours, où ils avaient déjà dit attention. Tout à fait. Voilà, ils avaient déjà dit au gouvernement, attention, c'est peut-être pas le bon cadre pour faire passer cette loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Il y a deux choses qui sont sur le plan de la procédure parlementaire qui doivent interpeller toute démocratie fonctionnelle. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, c'est le choix d'un texte de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale, qui a vocation donc à concerner essentiellement le budget de la Sécu. Et donc d'avoir un effet immédiat sur l'équilibre du budget de la sécurité sociale. Là, on s'est caché derrière le fait que, à terme, il y aura un déficit de la sécurité sociale. Pour mettre carrément une loi de réforme des retraites, donc une loi substantielle et pas une loi budgétaire, dans un véhicule législatif qui est un véhicule budgétaire. Donc déjà là, on tord les catégories du droit. Et c'est assez... ça doit nous interpeller. Parce qu'en réalité, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le gouvernement avait déjà épuisé sa carte 49.3. Oui. Parce qu'effectivement, il n'a le droit de l'utiliser qu'une fois par session parlementaire, en dehors des discussions budgétaires, qu'il s'agisse du PLF, projet de loi de finances, ou du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, et des textes modificatifs budgétaires. Ce qui signifie que pendant la discussion de ces textes-là, pendant qu'il y a discuté budget à la France, effectivement, ils peuvent utiliser la carte 49.3 tant qu'ils veulent. Parce que c'est le budget qu'ils ont été élus. Pour l'instant, c'est normal. La stratégie du gouvernement était précisément d'utiliser ce véhicule législatif, donc de faire en gros non pas un cavalier législatif, mais de faire une cavalerie législative, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Lorsque vous prenez un sujet qui n'a rien à voir dans un texte et que vous le mettez dans le texte, ça s'appelle un cavalier législatif. Et bien là, il nous a fait une cavalerie législative, il a fait passer une réforme substantielle dans un texte budgétaire. Et donc, c'est ça qui doit nous interpeller. Ensuite, sur le 49 alinéa 3, il faut qu'on comprenne aussi que, parce que j'entends le président de la République dire que le texte est adopté, que le texte a été voté. Mais c'est faux. Bah oui, il n'y a pas eu de vote, c'est la motion de censure qui a été rejetée. Et c'est fondamental, parce qu'il faut bien se dire... Alors, les téléspectateurs peuvent se mettre dans la peau d'un parlementaire et se dire que c'est pas la même chose de voter contre un texte et que de faire tomber un gouvernement. Bien sûr, bien et donc évidemment, dans les rapports, parce que les Okavi nous a discuté gouvernement là peut-être dont bitin pour circonscription ou j'ai commencé à discuter que peut-être ou bison on chimé qui côté qu'il faut l'état bas la collectivité on tire l'argent on les chimé là ça que ou j'ai d'autres discussions pour payer ça attraper on tire amendement côté et que finalement gouvernement la radio comme ça attends amendement on l'a bien gentil mais là en cas mettre en motion en cas fait en 49.3 en bizarre ouais juste au là au cas parce qu'on ne veut pas voter texte sans moi. Et effectivement, c'est un curseur important et déterminant du positionnement des députés. Et on a vu que les Républicains, eux, ont fait hands up. Ils ont dit, pas dans ça, moi-même pas à voter une motion de censure azote.
peut-être pas tous les républicains, mais en tout cas suffisamment pour que la motion de censure ne passe pas. Alors justement, en parlant d'amendements, il y a aussi été utilisé le 44.2 pour supprimer tous les sous-amendements. Alors qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ils nous ont sorti tous les points de la Constitution. Exactement. Tous les 44 points quelque chose, 47 points quelque chose. Alors, évidemment, on est dans... Il faut bien qu'on se le dise. Et il y a aussi le 44.3 pour le vote bloqué. Alors, tant qu'on y est, je vous donne les deux, comme ça vous allez nous expliquer. Il faut bien qu'on comprenne, pour que les téléspectateurs comprennent, on est dans une démocratie où on est censé avoir un équilibre des pouvoirs. Et cet équilibre des pouvoirs donne a priori un certain poids relatif aux représentants du peuple qui sont les parlementaires. Sauf que ce poids relatif est largement pondéré par des méthodes de procédure parlementaire qui visent à contourner ce qu'on appellerait l'obstruction parlementaire. Et c'est peut-être là qu'il y a eu des erreurs de parcours, j'ai envie de dire, sur la stratégie parlementaire qui a été celle notamment de l'Assemblée nationale en début de discussion du texte. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les députés, notamment les députés de la France Insoumise, ont fait ce qu'on appelle des rappels au règlement, alors même qu'on était déjà dans un temps de vote qui était contraint. Le vote bloqué, c'est ça. C'est qu'on dit, si à minuit, le texte n'est pas passé, c'est terminé. On considère qu'il est adopté dans la version qui a été présentée par le gouvernement et on part avec au Sénat. Et donc, grosso modo, c'est ce qui s'est passé. On a dit, on a soulevé plein de rappels au règlement, on a fait durer la discussion tant qu'il fallait pour tenter de ralentir la marche du gouvernement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, alors même qu'on a réussi à obtenir des votes négatifs, par exemple sur l'article 2 de ce PLFSS rectificatif, on n'a pas été jusqu'à l'article 7 qui comportait le fameux recul de l'âge légal à la retraite et qui n'est même pas la mesure la plus inquiétante du texte d'ailleurs. Oui, c'est quoi justement la mesure la plus inquiétante ? Pour moi, évidemment, la mesure la plus inquiétante du texte, alors évidemment le recul de l'âge légal des femmes. Bien sûr, le recul de l'âge légal est particulièrement crispant dans la société. Oui, parce que les gens vont travailler, bien vont se sûr, lever plus tous les longtemps, matins, ils vont le sentir dans leur chair. Exactement. Mais à côté de ça, il y a un deuxième volet qui doit aussi, pour le coup, interpeller nos concitoyens, c'est que on a un modèle de retraite qui aujourd'hui fonctionne par répartition. Ça veut dire, ça est qu'à travail, qu'à payer pour ça qui pas qu'à travail. D'accord? Je de là, m'a mis en moins à la retraite, m'a mis sur quoi garder en ravoyant belle dans mes barres, mais le fait que nous qu'à travailler, petits enfants, nous qu'à cotiser, et c'est cotisation nous qui permettent nous de financer retraite. Ce qui se passe, c'est que ce système de retraite par répartition, c'est un héritage en France de 1946 et d'un certain nombre de conquêtes. Et il s'oppose à un autre système de répartition, on en parlait tout à l'heure avec Mme Bachet, c'est le fameux système de retraite par capitalisation. Et dans ce texte-là, on peut voir à travers notamment un fonds c'est ce qu'on appelle tout simplement un fonds de pension, comme ce qui se fait aux États-Unis. On se souvient de la crise justement qu'on avait eu. On voit apparaître des fonds de pension qui sont destinés à financer notamment les questions de pénibilité au travail. Et donc, on peut s'interroger sur aux mains de qui seront ces fonds de pension, quels seront les actionnaires de ces fonds de pension et quelle spéculation sera faite avec les droits à la retraite de nos compatriotes et jusqu'où cette boîte de Pandore qui est désormais ouverte pourra aller. D'accord. Alors, les opposants, eux, se demandent si on a le droit, quand on fait voter une loi, d'utiliser tous les outils législatifs de la Constitution en même temps pour limiter le... Et c'est là que le Conseil constitutionnel a tiré la signal d'alarme en disant qu'ils sont attentifs parce qu'il y a des choses, on entend par exemple parler de la clause senior, enfin de la loi qu'ils ont fait passer sur les seniors, que ça, peut-être que ce sera enlevé. Donc, est-ce que vous avez une idée, vous pouvez nous expliquer déjà, et est-ce que vous avez une idée de ce qui peut être dit par le Conseil constitutionnel ? Alors, là-dessus, évidemment, il appartiendra au Conseil constitutionnel de statuer, puisque je crois qu'il sera saisi. Voilà, exactement. Les députés, les sénateurs, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel et lui demander de statuer sur, a priori, la constitutionnalité d'un texte. Maintenant, une fois qu'il est saisi, il va apprécier article par article les dispositions qui sont dans le texte, vérifier qu'il ne s'agit pas
pas de cavalier législatif, et si c'est des cavaliers législatifs, il a la possibilité, alors la jurisprudence du Conseil constitutionnel là-dessus, elle est relativement équilibrée, elle peut censurer comme elle peut aboutir à laisser passer un certain nombre de choses. De l'autre côté, si il y a des éléments qui sont effectivement contraires à la norme fondamentale qui est la Constitution du 4 octobre 58 avec les textes qui appartiennent au bloc de constitutionnalité, là je suis un peu technique, mais le Conseil constitutionnel pourra vider le texte de ces dispositions-là. Ceci étant, il y avait effectivement des interpellations qui avaient été faites par le Conseil d'État avant la discussion du texte, donc on verra si les deux juridictions sont raccords. Et deuxième chose, c'est ce sur quoi vous me questionniez au début, c'est de savoir est-ce que finalement tout cet arsenal qui a été déployé par le gouvernement pour faire adopter ce texte-là ne confine pas à ça un déni de démocratie. Ça veut dire finalement nous va dans la démocratie, mais la démocratie là ça n'a pas qu'à exister et finalement le tignon point sans foi, c'est qui a décidé d'être tout bitin, c'est qui a coupé, c'est qui a haché. Là-dessus, il faut avoir une approche sincère. Oui, parce qu'il y a d'autres opposants. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la NUPES par rapport aux amendements. Mais quand on regarde le Rassemblement national, c'est vrai que les gens ne les entendaient pas beaucoup. Mais eux ont dit qu'il y a des articles dans la Constitution qui peuvent être votés par l'Assemblée pour rejeter le texte. Par exemple, la motion de rejet ou bien la motion référendaire qui n'a pas été votée puisque la NUPES ne veut pas voter avec le Rassemblement national. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que c'est que ces deux points? Puisque c'est aussi dans la Constitution et les opposants auraient pu la voter et on n'aurait plus de loi à cette heure-ci, on ne serait pas tous dans la rue en train de tout cramer. Déjà, à ce stade, donc pour finir mon propos de tout à l'heure, quand on parle de tout l'arsenal législatif, est-ce qu'on a eu un déni de démocratie? Effectivement, la question, elle est posée. Et il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, et les réseaux sociaux s'en font le relais, parlent de déni de démocratie. La question qui est posée, c'est de savoir, est-ce que si c'est dans la Constitution, c'est démocratique? Malheureusement, si c'est antidémocratique, ça reste dans le champ républicain. Bah oui, c'est la règle en fait. Et c'est là où on est face à une difficulté. Et c'est là où un certain nombre de questions se posent sur est-ce qu'on est encore en accord, en adhésion avec la norme fondamentale qui est la nôtre? Est-ce que le système institutionnel, c'est une question qui se pose à tous les étages, est-ce que le système institutionnel dans lequel on est nous convient encore? Parce que si on est dans un système aussi présidentialisé, qui laisse autant de marge de manœuvre à l'exécutif, en définitive, la question est de savoir, et que le peuple ne s'en satisfait pas, parce que le peuple est dans la rue, le peuple est en train de mettre le feu et le sang en France, est-ce que finalement il n'y a pas un enjeu à faire évoluer profondément les institutions françaises? Mais est-ce que c'est une question d'institution et pas de politique? Puisque quand on regarde les oppositions, admettons que ça n'aurait pas été Marine Le Pen, ça aurait été, je ne sais pas, M. Dupont-Aignan, mais tout le monde aurait voté la motion de rejet et aujourd'hui il n'y aurait plus de texte. Alors, est-ce que c'est une question d'institution, c'est pas une question de politique? Aujourd'hui, il n'est pas certain, et je pense que s'il y a eu 49.3, c'est que le texte ne passait pas à l'Assemblée. Et le texte ne passait pas au Sénat. Exactement, donc aujourd'hui, politiquement, le texte, il passait pas. En revanche, institutionnellement, et c'est là où il y a le poids des mots est important, il y a les institutions, il y a la pratique des institutions. Hollande avait une pratique des institutions qui était dans le consensus mou. Sarkozy était dans une pratique des institutions déjà un peu plus directive, même s'il a reculé sur certains points. Macron est dans une pratique des institutions qui est brutale. Oui, mais toujours. Depuis sous Hollande, à certains égards. Quand on lit ces rapports qu'il faisait sous Sarkozy, il avait déjà cette vision-là. Bien sûr. Et c'est un pouvoir qui est vertical, qui est absolu et qui est impératif. Et c'est crève ou marche. Et c'est ça qu'il est en train de dire là. C'est crève ou marche. Que vous le vouliez ou pas, c'est la solution que j'ai identifiée et c'est la solution qui va s'appliquer. Et on en discutait juste avant l'ouverture de l'émission sur une légitimité revendiquée, mais une légitimité qui est partielle. Oui, alors justement, on va sortir les chiffres. Alors moi, du coup, je suis retournée, puisque le président explique régulièrement qu'il a été élu pour appliquer son programme.
Lorsqu'on lui répond qu'il a été élu au 2e tour pour faire barrage à Marine Le Pen, il dit « Oui, mais je suis arrivé premier au 1er tour ». Donc ça, ce sont les résultats de la France entière qui sont inscrits sur le site de l'Intérieur, donc qui regroupe tous les résultats de toute la France entière pour l'élection présidentielle. Donc le président est arrivé en premier, il a eu 20,7% des inscrits avec 9 700 000 voix. Marine Le Pen est arrivée en 2e avec 8 millions de voix. Elle a eu 16% des inscrits. Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3e avec plus de 7 700 voix. Il a eu 15% des inscrits. Moi, alors je vais vous montrer, et sachant qu'il y a 48 millions d'inscrits, alors on va remettre le premier tableau pour que vous puissiez bien comprendre. Pour les personnes qui ont le droit de vote, donc il y a 48 millions d'inscrits. Il y a eu 12 millions d'abstentions et il y a eu 35 millions, et j'ai fait le total avec une calculatrice, donc je retombe pile dessus. Il y a eu 35 923 707 personnes qui ont voté à cette élection présidentielle. Et là, je vais vous dire ce que j'ai fait. En fait, j'ai décortiqué un petit peu pour qu'on puisse comprendre. On va voir le deuxième tableau. Donc en rouge, vous allez voir que tous les gens dans le programme présidentiel qui avaient dans leur programme l'augmentation de l'âge de la retraite. Donc effectivement, Emmanuel Macron, c'était 65 ans. Donc les 9 millions de personnes qui ont voté pour lui savaient dans le programme qu'il y avait une augmentation. J'ai ajouté les voix d'Éric Zemmour, qui lui était déjà sur la retraite à 64 ans. Il n'a eu que 2 400 000 de voix. J'ai ajouté Valérie Pécresse. Bon, elle, on sait qu'elle fait la manche, la pauvre. Elle a eu 1 600 000 voix. De ce que je sais, mais après, bon, moi, je ne suis pas une institut de sondage, mais beaucoup de gens n'ont pas voté pour elle aussi, même si c'est vrai que les Républicains, c'est un parti éclaté, mais dans tous ces méandres de l'éclatement des Républicains à droite, beaucoup de gens n'ont pas voté parce que ça ne les intéressait pas d'avoir un âge de la retraite avancé. Donc quand on met Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, on a 13 947 285 personnes sur les 35 000 personnes que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez le chiffre en vert, qui ont voté pour un âge de départ à la retraite augmentée. Tout le reste, donc ça fait 21 185 662 000 personnes qui, eux, ont voté pour un candidat qui n'était pas pour l'augmentation de l'âge ou pour le maintien de l'âge actuel. Donc, pour la baisse, il y avait Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Quand on fait le calcul, bon, ça se voit pas bien, mais ça fait 8 millions de personnes. Et pour le maintien et pour agrandir, pour le maintien de l'âge, il y avait Marine Le Pen, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo. Donc voilà. Donc moi, je voulais comprendre un petit peu pourquoi il y avait autant de personnes qui étaient contre le président et qui disaient qu'il n'a pas été élu pour ça et qu'il n'est pas légitime dans l'application de cette loi. C'est tout simplement parce que sous ce programme, en tout cas, puisque lui, son argument, c'est qu'il est arrivé au premier tour, non, il est arrivé, il y a eu 9 millions de personnes, alors qu'il y a 21 millions de personnes qui avaient déjà voté dès le premier tour pour d'un candidat qui était contre cette mesure. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce point ? Sur ce point, je pense que les résultats sont biaisés. Parce que s'il est vrai que l'on dit qu'on vote pour un président, je ne suis pas certaine que tous les votants pour les personnes, pour Emmanuel Macron, vous parlez de lui, ont voté pour une augmentation de l'âge de la retraite. Oui, peut-être qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont voté parce qu'il est beau. Le raccourci. Moi, je réponds juste à son argument qui dit qu'il arrive en tête parce que... donc non, il est arrivé en tête de lui tout seul, mais sinon, en tête sont arrivés tous les autres candidats cumulés qui étaient contre un âge de la retraite augmenté. Moi, je voudrais savoir, parce que vous êtes dans le libéral, comment ça se passe en Guadeloupe ? On a déjà vu qu'on avait des carrières très hachées. Donc, comment ça se passe pour nous ? Alors, je ne suis pas dans le libéral, je travaille dans le privé, donc je suis une salariée à part entière. Et dans le secteur privé, on travaille comme tout le monde. Dans le secteur privé, oui. Voilà, on est soumis à un certain nombre d'annuités
de travail qui nécessite de commencer à travailler jeune jusqu'à 62 ans et bientôt aujourd'hui, à voilà. 64. Ce qui... Je le dis avec beaucoup de douleur. Et donc, ce qui est pour moi choquant, c'est le fait que d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière dont on aborde la problématique, on se rend compte qu'elle est faite que pour favoriser ceux qui en ont déjà, c'est-à-dire les capitalistes. En aucun cas, cette retraite n'a favorisé des travailleurs qui ont commencé ou jeunes ou plus tard pour pouvoir réussir à atteindre l'âge de la retraite. Ça, c'est dommage. Et l'autre point, c'est que cette retraite a surtout pour objectif, je dirais, d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres, quelque part. Puisque, s'il est vrai qu'on dit qu'en allongeant, on va permettre aux personnes de cotiser plus longtemps et donc de préserver la retraite par répartition, il n'est pas tout aussi vrai qu'il y ait des embauches pour travailler, pour permettre qu'il y ait suffisamment de travailleurs qui contribuent à cette répartition de retraite. Alors justement, donc ça, vous arrivez sur un point important. Je me suis trompée, j'ai dit libéral. Non, c'est vous qui êtes libéral parce que vous êtes avocat. Vous, c'est vrai, c'est pour le privé. Alors, cette histoire d'embauche, donc ça, c'est un point intéressant puisque là, je vois que le gouvernement s'entête à vouloir maintenir en poste des personnes dites seniors, puisqu'on sait qu'il y a un problème sur les seniors au travail, en emploi dans le pays. Là, je parle de la France entière, puisqu'effectivement, après, avec l'âge et l'expérience, on est censé avoir des augmentations de salaire. Donc, beaucoup de chefs d'entreprise licencient beaucoup plus facilement les personnes dites seniors pour prendre les jeunes à la place qui vont payer au SMIC. Donc, comme ça, eux, ils savent qu'ils ont une bonne productivité et ils ont pas, ça ne va pas leur coûter vraiment très cher. Qu'est-ce que vous pensez de la loi senior? Je ne sais pas si vous avez entendu celle qui a été votée. Ils ont dit qu'ils allaient faire une espèce de CDD. D'ailleurs, c'est un CDI en réalité, puisque ça dure 4 ans. C'est de 60 à 64 ans, ce qui n'est pas du tout logique, puisque c'est même à partir de 56 ans que les gens se retrouvent sans emploi par rapport à l'âge. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui est qu'ils ont fait une espèce de contrat pour les personnes à partir de 60 ans, de manière à ce qu'elles restent en poste jusqu'à 64 ans, et sur lesquelles on enlève en plus les cotisations. Donc, ça veut dire que les gens vont travailler et finalement, ils ne vont même pas alimenter les caisses de retraite. Mais justement, c'est une autre manière de faciliter la vie des capitalistes, de continuer à les enrichir, parce que si on ne cotise pas pour eux, automatiquement l'argent va aller quelque part et ce n'est certainement pas dans les caisses de la retraite par répartition. Donc, quelque part, les politiques qui sont menées actuellement, ce sont des politiques qui ont pour seul objectif d'enrichir les riches. Moi, je ne vois pas comment donc pour je vous, peux il fallait prendre s'il y a un manque. Oui, parce que le fait de maintenir les seniors au travail, quelque part, c'est une bonne chose. Parce que si je travaille et que je n'ai pas encore cumulé le nombre de trimestres qu'il me faut pour atteindre une retraite à taux plein, on parle bien de taux plein quand on parle de l'âge de la retraite, ça va me permettre de continuer à avoir des trimestres. Mais si j'ai commencé à travailler... quand j'étais jeune, j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler concrètement à 32 ans. On va dire à 32 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 64 ans, j'aurai une retraite à taux plein? Non. Et là, c'est là qu'intervient la fameuse décote. Les gens vont partir avant l'âge de la retraite. Exactement. Et en Guadeloupe, le problème est chronique, puisque en Guadeloupe, très peu de personnes touchent une retraite. Il n'y a même pas 2000 retraités qui touchent une retraite à taux plein. Et pourtant, il y a plus de 67 000 retraités en Guadeloupe. C'est dire combien il est important et capital de regarder comment sont attribués les postes, comment les gens commencent à travailler et comment on leur compte leur trimestre. Donc, si on arrive à un tel cataclysme, je dirais, en Guadeloupe, c'est bien parce que
il y a jusqu'à présent des personnes qui sont prises à un poste pour lesquelles il n'y a pas eu forcément de cotisation. Et quand il y a eu des cotisations, elles sont insuffisantes. La question est de savoir si, en prolongeant de 2 ans l'âge pour arriver à la retraite, les gens vont vraiment pouvoir trouver une liberté et une qualité de vie lorsqu'ils arriveront à la retraite, ou bien s'ils auront le temps de tomber malade, voire de mourir avant d'arriver à la retraite, ce qui sera vraiment dommage. C'est ça. Alors bon, là, j'ai pas ressorti le tableau, mais je vous l'avais montré pour la première émission qu'on avait fait lorsqu'on avait étudié la pyramide des âges pour nos travailleurs guadeloupéens. Donc là, je reviens dessus. Il faut savoir que nous, en Outre-mer, on part en général déjà plus tardivement que sur le territoire hexagonal, puisque nos compatriotes ultramarins ont ce qu'on appelle des carrières hachées. Donc en général, les gens partent déjà à 65 ans en Guadeloupe pour pouvoir avoir un maximum, et ils ne sont même pas au taux plein. Et ça traduit le fait que la mobilisation soit différente oui. Ici que là-bas. Parce que ici, quand on voit le nombre de personnes, alors effectivement, qui ont des carrières hachées, le nombre de personnes qui se retrouvent à avoir de l'emploi informel, le nombre de personnes qui n'ont tout simplement pas cotisé pour la retraite, alors même qu'ils sont chefs d'entreprise, mais qui n'avaient pas les moyens parce qu'ils ont une trop petite entreprise, donc ils ont rogné sur leur cotisation pour la retraite en préférant boire et manger au quotidien. La réalité, c'est que le marché de l'emploi guadeloupéen se retrouve impacté de manière éminente par les réformes qui ont vocation à rogner, à ronger progressivement les droits des travailleurs et des retraités. D'accord. Bon, on va lancer une page de pub et comme ça, on va revenir après pour bien vous expliquer tout ça. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes sur le dossier brûlant des retraites. Donc, en première partie, n'hésitez pas à aller revoir le replay sur Facebook ou bien sinon vous reverrez. L'émission sera rediffusée. Nous avons parlé du cadre législatif et là, nous allons vraiment parler de la retraite en Outre-mer par rapport à nos retraités. Donc, comme je vous disais avant la publicité, nous, dans nos territoires ultramarins, nous avons des carrières hachées. Donc, les gens travaillent beaucoup plus tardivement. Ils partent beaucoup plus tard à la retraite. Donc, il y a 2 chiffres à prendre en compte. Donc là, je ne les ai pas parce que je les avais sur la première émission. Enfin, je ne vous ai pas remis le tableau. Mais sur le droit pour les départs, en moyenne, c'est 9% plus tard pour les Martiniquais et 15% plus tard en Guyane et jusqu'à 21% plus tard à la Guadeloupe, donc sur notre territoire. Et oui, ça veut dire qu'on a des personnes âgées qui continuent de tenir un restaurant, qui continuent de tenir un lolo, une petite boutique, parce que sinon, elles n'ont pas les moyens de payer leur retraite. Donc on est en train de voir qu'il y a juste avant la publicité, on est en train de voir qu'il y a 2 âges, entre guillemets, pris en compte dans les statistiques, qui est l'âge direct de départ pour les hommes guadeloupéens qui a été calculé, c'est 65,1 ans. Pour les femmes, c'est 34,9 ans. Et ils ont aussi un droit dérivé. Alors, peut-être faudrait nous expliquer ce que c'est comme différence. Enfin, pourquoi il y a un droit direct et un droit dérivé. Et là, c'est beaucoup plus tardif quand on fait la moyenne. Peut-être que ce sera intéressant qu'on comprenne un peu ce que ça veut dire. Donc, pour le droit dérivé, c'est 75,7 ans pour les hommes et 71,4 ans pour les femmes. Et la moyenne des deux, c'est 72,1 ans. Donc, et c'est pour ça qu'on voit en Guadeloupe des personnes âgées qui continuent à faire du sucre, des bonbons, des gâteaux, à travailler dans un lolo. On a aussi des couturiers, on a vraiment des personnes âgées qui travaillent toujours parce qu'ils n'ont pas eu le temps de cotiser par rapport aux carrières hachées. Nous étions en train d'en parler tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, effectivement, nous étions en train de dire que les personnes ont effectivement une carrière hachée. Et là où ils sont gênés, c'est quand ils arrivent à la cinquantaine. Souvent, c'est à ce moment que la sécurité sociale envoie pour les gens, en tout cas, un relevé de carrière. Et ce relevé de carrière, quand il se voit traduire
le fait qu'ils ont un nombre de trimestres et puis ils disent, bon, moi j'ai commencé à travailler en telle année, mais pourquoi c'est vide? Parce que tu n'as pas cotisé. Si, j'ai travaillé, mais les personnes souvent n'ont pas été déclarées et donc ces trimestres n'ont pas été cotisés et les personnes se rendent compte qu'ils sont très loin de pouvoir partir à la retraite. Des fois, le document leur dit, bon, vous pourrez partir à la retraite à 69 ans, à 67 ans, à 70 ans. Alors, il faut évidemment bien retenir qu'on parle de retraite à taux plein. Oui. C'est vraiment important parce que partir à la retraite, peut partir avec une décote, ce qu'on appelle la décote. Mais il y aura une décote. Mais on parle de taux plein parce qu'on sait qu'un très fort pourcentage de la population guadeloupéenne est une population qui touche le SMIC. Le SMIC est un montant qui ne permet pas aux Guadeloupéens lambda de subvenir à ses besoins quotidiens ordinaires. À plus forte raison, si on lui réduit ses revenus avec une retraite qui sera, le SMIC tourne autour de 1 200 €, donc avec une retraite qui va tourner autour de 900 €, ça va être compliqué pour ces personnes-là et pour pouvoir compenser, donc ils sont obligés de travailler beaucoup plus tardivement. Justement, Monsieur Virasamy, avec qui on avait fait une première émission sur le sujet, j'avais invité des personnes qui étaient pour et des personnes qui étaient contre. Lui, il était pour la réforme parce qu'il disait que malheureusement, sur notre territoire, comme on a beaucoup de carrières hachées et qu'en plus, on a une population vieillissante, ça veut dire que demain, alors déjà aujourd'hui, notre département est pauvre, donc il n'y a pas beaucoup de riches sur le territoire. Donc demain, avec une population vieillissante, ça veut dire des personnes qui auront soit une retraite pleine, très basse, ou soit qui vont partir avec la fameuse décote, ou bien soit des personnes qui n'ont pas travaillé du tout, donc qui auront le minimum vieillesse. Donc demain, on sera un territoire encore plus pauvre, puisque étant une population vieillissante, les nouveaux consommateurs de demain seront les retraités de demain. Et donc là, on va se retrouver dans un gros problème sur je ne sais pas si nos politiques, là, tous nos responsables économiques, ils voient venir le problème. Nous, ça fait un moment qu'on parle de cette histoire de population vieillissante, donc il faut des infrastructures et tout. Mais il y a aussi le fait que cette population vieillissante va être le nouveau consommateur, le nouveau marché, et qu'ils n'auront pas d'argent pour tout financer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, comment ça peut Là, on n'a pas de solution à ce problème-là. Et cette loi ne répond pas, puisqu'elle était censée augmenter en plus les pensions, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. J'avais fait une émission avec le ministère, un délégué interministériel de l'agriculture, qui m'avait déjà dit que les retraites pour nos agriculteurs allaient être remise à niveau, et même ça n'a pas été fait. Alors, il y a eu un texte sur les agriculteurs qui a été voté à l'initiative de la députée Huguette Bello en 2020 pour une revalorisation des pensions agricoles. C'est pas encore parfait, mais il y a vraiment eu un effort qui a été fait à l'époque par cette députée communiste qui avait fait voter un texte, puisqu'il y avait tout un schéma autour des retraites des agriculteurs qui était pondéré à raison de la surface de l'exploitation agricole. Et effectivement, elle était venue fixer à travers ce texte, fixer des correctifs pour permettre d'avoir un minimum retraite pour ces personnes-là. C'est vrai que pour le coup, c'est une donnée à laquelle il faut penser. La modification démographique de notre pays est quelque chose qui est déjà bien acté. Ouais. Et le papy boom, puisque c'est l'expression qui est désormais consacrée, est en train de nous arriver dessus avec un double enjeu. C'est que d'un côté, la jeunesse qui est en âge de procréer s'en va et s'en va effectivement avec ses facultés de reproduction. Exactement. Et de l'autre côté, même ceux qui restent font beaucoup moins d'enfants qu'à une certaine époque. Mais c'est dur, et puis il n'y a pas de crèche, j'arrête pas de le redire à chaque fois qu'on me demande pour une formation. Et les gens me disent, Sabine, je veux me former, mais je ne peux pas faire garder mon enfant. Exactement. Et autre point, parce qu'il faut qu'on puisse aussi l'envisager, c'était l'un des éléments qui animait la contestation autour de cette réforme des retraites, c'est que en France, la partie des parents qui font garder leur enfant par les grands-parents, elle est importante. Oui. C'est aujourd'hui, en termes de taux, le même nombre de personnes que celles qui font garder les enfants par des assistantes maternelles. Donc, en termes de solutions de garde, on se retrouve avec des parents qui vont alors les enfants qui vont à la crèche, les parents qui vont ex aequo
à l'assistante maternelle et avec les grands-parents, et puis les enfants qui vont ensuite chez la nounou. Et en termes d'ordre d'idées, aujourd'hui, la réforme des retraites est en train aussi d'impacter cette solution de garde. Le tissu social, et Bien déjà, il n'y a sûr. pas de transmission qui se fait entre les personnes âgées et les plus jeunes, donc là, le pays sera encore plus décadent. Bien sûr. Donc c'est aussi un élément à prendre en ligne de compte dans le cadre d'appréciation de cette réforme. Et puis, pour en revenir, puisque c'est un vrai sujet, cette question d'évolution démographique. Quand on est en train de dire qu'on fait moins d'enfants, ça veut dire que globalement, et c'était le prétexte qui avait été servi par Emmanuel Macron pour justifier la réforme, en réalité, cette pyramide des âges aboutissait à ce que la retraite par répartition, je vous disais tout à l'heure, que la retraite par répartition, c'était les actifs qui payent pour les personnes qui sont en retraite. Eh ben, en grosso modo, ça m'a compté qu'à dire, c'est que comme nous avons fait moins de monde, eh ben, qu'il y a moins de monde pour payer ça payer, retraite à pis monde, puisqu'il y a le fameux papy boom. Et là où on observe que cette retraite est idéologique, c'est que si on ne peut pas contester l'aspect démographique des choses, les solutions qui ont été choisies par le président de la République pour parvenir à l'objectif, c'est des solutions qui auraient pu être différentes. Parce que, et on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il n'était pas obligé de se retrouver à augmenter l'âge légal de départ à la retraite, il aurait pu faire le choix, par exemple, faire partir les personnes que personne ne va embaucher et de faire rentrer les jeunes sur le marché du travail. Et puis le corps avait identifié une autre solution, c'était que pour l'instant, on n'est pas au plein emploi. Et donc si le gouvernement s'était mis au travail et puis avait mené des politiques qui auraient permis d'accéder au plein emploi, il n'y aurait pas eu de nécessité de déplacer l'âge légal de départ à la retraite. Et ça, c'est une hypothèse, mais il y avait un certain nombre d'autres hypothèses qui étaient et surtout sur la table. Que le premier programme d'Emmanuel Macron était soi-disant l'égalité entre les hommes et les femmes. Je tiens à signaler qu'il a déjà été signalé par le corps qu'il suffit juste de payer les femmes comme les hommes et c'est 60 millions, je crois. Quelque chose comme ça, je me souviens plus du chiffre, qui rentrerait dans les caisses. Donc si le gouvernement avait gouverné, au moins ça, on n'aurait pas eu de problème sur ce point-là. Est-ce que vous voyez une seule mesure pour vous, dans le privé, sur cette réforme ? Une seule bonne mesure, parce qu'ils nous ont dit que oui, ils allaient mettre des trimestres supplémentaires finalement pour les femmes qui ont eu des enfants, puisqu'ils essayent d'aider un petit peu à la natalité. Peut-être que ça va pas tenir, parce qu'il y a déjà visiblement des problèmes. On a vu que pour les seniors, c'est peut-être le Conseil constitutionnel qui va retoquer ça. Donc, est-ce que vous voyez une bonne mesure au moins un bon point positif dans cette réforme ? Alors, j'ai quand même relevé un point. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a une population qui est vieillissante. Donc, dans cette population vieillissante, il y a des actifs qui doivent s'occuper de parents qui sont déjà âgés et aller au travail parallèlement. Et dans cette nouvelle réforme, il y a un projet dans lequel on prévoit d'attribuer des trimestres aux actifs qui aident leurs parents qui sont en perte d'autonomie ou comment dirais-je, à leur charge, à leur domicile. Donc ça, c'est un point que j'ai relevé qui était intéressant, surtout que il y a de plus en plus d'actifs qui sont contraints de prendre à leur charge leurs parents parce que, ça c'est un autre sujet, mais ces mêmes parents n'ont pas forcément les moyens d'aller dans un EHPAD ou même d'avoir des personnes à domicile pour s'occuper d'eux lorsqu'ils sont en perte d'autonomie. Oui, ça, c'est vrai que c'est aussi un point important pour les gens. C'est un problème de société, une manière de voir la société. Moi, je voudrais qu'on parle maintenant des propositions, puisque le président a dit, lorsqu'il a fait son discours, qui visiblement n'a plu à personne, que des propositions n'ont pas été faites. Bon, alors moi personnellement j'anime cette émission, j'ai déjà reçu des syndicats depuis avant cette histoire de retraite, puisqu'avant il y avait la fameuse histoire de retraite à points et des propositions, j'en ai entendu beaucoup passer. Est-ce que vous aviez au niveau du syndicat, est-ce que vous aviez fait remonter des propositions pour les retraites, puisque
admettons qu'il y a un problème, puisque les syndicats disent que oui, on peut parler de comment réformer cette histoire de retraite, mais pas de cette manière. Est-ce que vous savez si vous aviez eu des propositions? Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a des propositions qui sont remontées? Comment ça s'est passé? Alors, en termes de propositions, il y a déjà une globale, c'est qu'il faut embaucher. Ouais. Celle-là, elle est incontournable. Et augmenter les salaires. Alors, augmenter... Au moins, mettre les femmes au même niveau que les hommes. Oui, nous sommes d'accord, mais il faut déjà les embaucher. Oui. Voilà. Si à chaque fois qu'il y a 1000 jeunes, comme on sait, qui arrivent sur le marché de l'emploi sans diplôme et qu'on n'en fait rien, c'est clair qu'au bout, avec les années qui avancent, on ne va pas avoir des personnes qui travaillent pour pouvoir cotiser pour une quelconque retraite. D'accord? Et puis la deuxième solution, c'est probablement d'aider les artisans. Parce que pour l'instant, dans cette fameuse réforme, toutes les aides qui tombent et les bénéfices qui en ressortent bénéficient surtout aux très grosses entreprises. Les très petites entreprises, les artisans qui sont pourtant des employeurs, ils sont encore les dindons de la farce parce qu'ils doivent subir les effets néfastes de cette réforme sans pour autant bénéficier d'un quelconque apport économique pour leur entreprise leur permettant de développer l'emploi au sein des petites entreprises, ce qui est dommage. Tout à fait. Et ensuite, pour aller dans le sens de Madame Bachet, moi ce que j'observe, c'est que les autres propositions, elles étaient déjà sur la table. Oui. Que le président Macron en avait connaissance. Enfin, il a désigné, dès le début de son premier mandat, un haut commissaire au plan. Ce haut commissaire au plan le monsieur avait presque un rang de ministre. À l'époque, c'était Jean-Paul Delevoye. Ensuite, c'est François Bayrou qui a pris la succession. Et ces deux messieurs ont rendu des conclusions dans lesquelles ils ont indiqué, évidemment, ils ont fait un état des lieux sur l'état des finances publiques en matière de sécurité sociale et notamment de retraite. Et en fait, ils ont ouvert des perspectives. Ils ont ouvert des options. Je vous ai dit que le plein emploi en était un. Faire les entreprises cotiser également, et pas les petites entreprises, pas le petit entrepreneur, mais faire les grandes entreprises cotiser pour les retraites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez eu si vous l'avez identifié hier quand on a posé la question au président Macron. On lui a dit mais oui, mais on aurait pu faire cotiser les entreprises, puisque précisément sur la question des propositions, un des journalistes lui a dit mais oui, mais il y avait une autre proposition qui était sur la table, c'était de faire payer les entreprises. Et comment est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, c'est pas dans notre tradition. Effectivement, pour l'instant, les retraites sont payées par les actifs. Les retraites des passifs sont payées par les actifs. C'est ça sa réponse. Et en fait, sous prétexte que c'est pas dans la tradition, c'est une option qui est inenvisageable. Effectivement, vous l'avez dit, travailler concrètement et effectivement mettre le gouvernement au travail pour que le salaire des femmes et le salaire des hommes que leurs salaires soient égaux. À partir du moment où on se retrouve à avoir des cotisations qui sont égales pour les femmes et pour les hommes, c'est une manne financière pour le système de retraite qui rentre dans les caisses de la sécurité sociale. Et il y avait d'autres hypothèses de travail encore qui n'ont pas été creusées. Alors, je lis, donc c'est un article de France Info. Selon l'étude de la CNAV, un alignement des salaires des femmes sur ceux des hommes provoquerait mécaniquement une augmentation des cotisations perçues d'un montant de 18,5 milliards à l'horizon 2050. Donc ça bouche un trou, comme on dit, et ça permet de renflouer cette fameuse caisse. Alors moi, je tiens à préciser quand même, parce que est-ce que le problème du président, c'est pas qu'il est le président des Républicains et pas le président des Français? Parce qu'il veut gouverner avec les Républicains qui ont été éjectés, dégagés, giflés à la présidentielle. Valérie Pécresse, elle a reçu des chèques de 0,01 € pour essayer de rembourser. Donc comment vous voulez que la population accepte que quelqu'un qui vote contre une réforme pour laquelle ils n'ont pas voté, si je me base sur les arguments du président qui dit qu'il est arrivé en premier sur ce point, donc 21 millions de personnes qui lui disent non. Nous, on a voté pour des personnes qui disaient le contraire de ce que vous dites sur le point toujours de l'âge de la retraite. Et lui, il estime que ces gens-là,
ce ne sont pas des républicains. Donc ce sont des Français. Mais lui, ce n'est pas le président des Français, alors c'est le président des républicains. Mais comment ça se passe alors? Est-ce qu'il va exporter les Français dans un autre pays appelé la Franchie? Et qu'il va faire comment? Parce que là, je pense que le problème, en réalité, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure, si le problème, ce n'est pas un problème politique, c'est qu'il ne veut pas être le président des Français, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est être le président des républicains. Des riches. Ce que... Non, le président des riches. Bon. Le président des républicains. Ça, il n'y a plus de politique. Moi, il n'y a plus de politique là. Je dis des républicains parce que c'est son élément de langage. Il a demandé à la première ministre d'élargir la majorité le plus républicainement possible. Ça s'appelle un écran de fumée. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas le président des Français. Vous allez faire quoi avec les 21 millions de Français qui ont dit non? Je pense que... C'est ça la grosse question. Je pense que le roi est tout uni. Ah oui, il est vraiment, il y a poil même. Il est même rasé, même coup de tir. Et la difficulté, c'est que aujourd'hui, ça commence à se voir. Effectivement, quand on a une légitimité qui est de 25%, et c'est pour ça que je vous dis que, alors oui, c'est un problème, c'est un problème politique, mais c'est un problème éminemment politique, c'est un problème, c'est institutionnel là, ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a un président de la République qui est élu, on a un Parlement qui a une majorité relative. Dans notre pays, on appelle ça une minorité. Hein. On a un Parlement. Il n'y a qu'en France qu'on dit majorité. Hein, on a un Parlement qui a une majorité relative. Parce que le parti du président est minoritaire. Le parti du président est minoritaire. Mais la réalité, c'est que ça représente 25% et qu'aucun autre parti ne représente autant. Oui, c'est vrai. En fait, mais tous les autres partis cumulés représentent les 75% restants. Pourquoi? On se retrouve à l'époque du quinquennat, c'est des faits qui sont rares. Depuis que le quinquennat est quinquennat, c'est pour ça que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à une époque où on a un président de la République qui n'aspire à rien sur le plan national parce qu'il n'aura pas à se représenter aux élections présidentielles. On a un président qui n'en a rien à faire de sa majorité à l'Assemblée nationale parce qu'en définitive, il n'a même pas besoin de majorité pour gouverner. Et à un moment donné, on rentre dans quelque chose qui est profondément interrogateur. C'est une crise institutionnelle majeure et ça doit poser des questions au peuple français. Pour moi, ça ne doit pas s'arrêter juste à des manifestations. Ça doit véritablement poser la question, effectivement, de la légitimité d'un président qui est élu par 25% des Français et qui se retrouve à être élu au second tour sur la base d'une exception, parce que pour mon pâté véta là, ou en tout cas, c'est mon la pâté véta là, donc voilà. Au final, c'est Michel nous drapé, et où, en définitive, il se retrouve à gouverner en étant représentatif à hauteur de 25%, y compris au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale, et qu'il veut faire passer des textes en force, effectivement, où il y a 75% des Français et des votants, pour le coup, oui, des votants qui se retrouvent pour lui, c'est pas des républicains, il n'arrête pas de dire que c'est des extrêmes. Donc, parce qu'ils ont bien une nationalité, c'est tous ces gens-là qui sont des extrêmes. Donc, c'est pour ça que je demandais la question tout à l'heure, puisque le parti de Rassemblement National, je sais que personne ne veut en parler, ça fait des bonds dans les maisons, mais eux, ils ont dit, en réalité, c'est pas une crise des institutions, mais c'est une crise politique, puisque si les extrêmes faisaient des coalitions, on va dire, comme par exemple en Allemagne, en Italie, où ils travaillent ensemble, eh ben, ils auraient voté les motions de rejet, ou ils auraient voté les motions référendaires, et on ne serait pas là en train de parler de ça. Tout ça, ça serait déjà la poubelle, et c'est tout. Ben, Mélenchon n'avait qu'à dire à ces gens, aller voter avec Le Pen, ou voter tout ce qu'elle met, ou que Le Pen dit voter... Mais ça n'aurait pas suffi, ils seraient arrivés pour le coup au même résultat de il aurait manqué les Républicains. Voilà, c'est ça. Et c'est là où est l'enjeu aujourd'hui, parce que quand Macron, on l'interroge, allez-vous changer de Première ministre? La question, elle est entière. Hein. Par contre, alors, j'ai beaucoup ri parce qu'on entend parler de Monsieur Lecornu. Alors moi, je me suis dit, le président, une vague bleu marine, ça lui a pas suffi. Il veut un tsunami bleu marine en 2027. Pour mettre Monsieur Lecornu en Premier ministre, là, l'outre-mer, je crois qu'ils vont s'arracher les cheveux, les gens. Alors évidemment, avant de la désignation d'un gouvernement et d'un Premier ministre, il y a beaucoup de rumeurs sur l'identité du Premier ministre, mais la réponse du président de la République était une réponse équivoque. Il n'était pas très à l'aise avec la question sur le fait de savoir est-ce qu'il allait changer de Premier ministre. Il a donné mandat à la Première ministre d'élargir la majorité. Ça veut rien dire. Il sait qu'elle ne pourra pas. Ça veut
veut une rien excuse dire, pour, exactement. une excuse pour dire merci, au revoir. Ça veut rien dire. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette histoire? Non, je n'en rajouterai pas plus, sinon que le président est dans une impasse et que cette impasse, pour ce que l'on voit, n'en est pas une pour lui. Il considère qu'il est le roi, il va mener à bout ses décisions, quel que soit le chemin par lequel il passera, et tant pis pour les Français. Donc, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas un président des Français. Et pour parler des syndicats, il ne faut pas oublier, pour faire le semblant de dire qu'il reçoit les syndicats, alors il a adressé une annonce pour dire qu'il est d'accord pour recevoir les syndicats, et il a dit surtout ne me parlez pas de retraite. Ça s'appelle du foutage de gueule, on est d'accord. Donc ce président n'est pas à sa place, ne prend pas le temps d'écouter ce qui lui est ni dit ni proposé nulle part. Nous sommes venus, nous avons dit ça, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le voyait, on pourrait faire différemment. Il a balayé ce qui a été fait comme remarque, à peu forte raison, écouter ce qui pourrait lui être fait comme proposition, puisqu'il est bien focalisé sur sa décision et aucune autre. Bien sûr. D'accord, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on essaierait de parler d'agriculture. Vous avez sans doute en parlé qu'il y a un problème au niveau de la canne. On a fait une émission il y a quelques temps dessus, donc il y a une plainte, je crois, qui a été déposée. On va suivre ce dossier, on va recevoir des agriculteurs et le ministre était là, enfin le sous-ministre, puisque on ne sait pas trop si on a un ministre ou si on a un sous-ministre. On joue Yoke Savkayoka fait Evenou. Mais d'ailleurs, profitez-en pour aller vous occuper de cette histoire d'évolution là au niveau de la région et du département, même si c'est un petit peu confus. Yo même yo pas ça si c'est évolution constitutionnelle, pas constitutionnelle. C'est pas exactement pareil sur les mêmes sites. Allez sur les sites, marquez tout ce que vous avez à marquer comme point. D'ailleurs, je profite de ton antenne pour faire une annonce. Demain, je suis invité aux côtés du sénateur Dominique Théophile à Basse-Terre pour évoquer cette question des évolutions en discussion dans nos régions, qui nous permettent-elles de rester dans une société libre et fraternelle, qui est à l'initiative d'une association qui s'appelle l'Union des bâtisseurs. Je peux venir avec toi demain ? Bien sûr. Avec écoutez, je vais aller filmer ça et on va voir comment on va faire pour vous diffuser ça. Et comme ça, on va poser des questions. Et, parce que ça aussi, c'est très important. Surtout, comme je vous ai dit, vu l'état de la France, là, commencez à regarder les Guadeloupéens, ce que vous allez faire de vous-même. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et bonne semaine à tous. À bientôt. Merci. Merci. Pas eu de questions. Non.